Envergure, saison 8, on est très très content de revenir vers vous. Ça faisait longtemps, un petit peu de temps au démarrage, on a fait chauffer le diesel, mais on est tous là, on est fin prêt pour cette nouvelle cuvée 2025 qu'on va analyser pendant quelques mois. Très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on est en nombre, vous allez le constater par vous-même. D'abord les anciens. On va commencer par Chef Manu que tout le monde connaît, les nouveaux anciens dont je fais partie avec Hugues et Julien, ceux qui nous ont rejoints qui ont maintenant même une place de titulaire, on va dire, Lucas, Mathias et Thomas, et enfin le petit nouveau à la fin, ce sera Titouan que vous connaissez déjà si vous suivez Envergure, parce qu'on a fait de nombreuses drafts et des seconds tours assez sombres ensemble, donc vous le connaissez forcément. Un petit pod de rentrée pour déjà vous dire comment va fonctionner cette année. Alors, tout d'abord, il y aura tous les lundis, il y aura un podcast. Tous les mercredis, ce sera soit un scouting report, soit un article fait par nos soins, évidemment. Et enfin, comme vous avez l'habitude, vous allez retrouver Hugues et sa grosse voix, à défaut d'avoir des cheveux. Il sera là tous les vendredis sur Twitch pour vous accompagner à analyser, faire de l'analyse vidéo comme vous en avez l'habitude. Donc aujourd'hui, petit podcast de rentrée, juste pour vous donner envie de suivre certains joueurs et puis pour se remettre dans le bain tranquillement. C'est très simple, j'ai posé deux questions à mes spécialistes, j'ai envie de dire. La première, c'était quel adjectif pour qualifier la QV de cette année? Et la seconde, c'était de parler de leurs prospects favoris, de leurs petits chouchous, pas forcément les plus connus, mais leurs petits chouchous individuels. Et qu'est-ce qui ferait que ces gars-là pourraient peut-être gratter un top 15 ou un premier tour? Donc, je vais leur laisser la parole de ce pas pour pas faire trop long. On va commencer avec Julien. Julien qui est présent avec nous. Julien, d'abord, qu'est-ce que cette cuvée t'inspire au global? Alors globalement, c'est une cuvée qui a l'air plus talentueuse que celle de l'année dernière, mais c'est peut-être pas le sujet de comparer des cuvées. On verra dans quelques années. Pour moi, dans le proto big board que j'ai fait, il y a 2-3 joueurs qui se détachent vraiment, plutôt 2. Et puis après, il y a beaucoup de joueurs que j'ai envie de voir en fait, et que je pense qu'ils vont être dans le tas. Il va y avoir de très forts joueurs pour les années à venir. Après, donc pour moi, c'est une saison assez excitante pour suivre tous ces prospects, alors que l'année dernière, c'était plus beaucoup de questions et déjà quel allait être même les 5 premiers, quoi, tu vois. Voilà. Cette année, il y a plus de joueurs qui se détachent pour le haut. Et puis après, il y a beaucoup de joueurs que j'ai envie de suivre. Voilà, globalement, ce que j'ai à dire sur la QV. Sans citer de nom. Ça marche. Et ben justement, on va parler de noms. Toi, il y a un joueur que tu vas suivre particulièrement. Dis-nous qui c'est, d'où vient-il, qui est-il? Alors, c'est Donny Freeman. Donny Freeman, qui est un Bahaméen qui a grandi aux États-Unis. Hein. Il est né aux Bahamas. Il est arrivé très jeune aux États-Unis avec sa famille, qui est passé par l'IMJ Academy. Donc, il y a un gros lycée. Ça, c'était pendant son année senior. Et donc, pendant les vacances, cette année, tu sais ce qui se passe, hein, on regarde les matchs internationaux, on fait nos devoirs pour un peu préparer l'année. Donc, j'avais regardé des matchs de lycée de Donny Freeman, et c'est un gars qui intrigue, en fait. Hein. C'est un grand ailier, donc 2,6 m, léger, 92 kg, mais alors moi, je suis pas un grand spécialiste du high school, mais voilà, il shootait, il courait, on le voyait un peu se déplacer avec le ballon, donc intriguant comme profil. Dans la NBA actuelle, ça semble être un ailier fort, un ailier assez moderne, quoi. Voilà. Ça marche. Donc, qui va jouer à Syracuse, comme tu l'as dit, une bonne équipe qu'on aime bien voir évoluer en zone en défense. C'est ça. Moi, je la découvre. Moi, je suis pas un grand spécialiste de l'ICC, je suis pas un grand spécialiste de Syracuse, mais ouais, j'ai découvert ça. En fait, c'est le premier gros prospect apparemment qui arrive à Syracuse depuis Carmelo Anthony.
Donc il a un certain poids sur les épaules, ce jeune homme. Et voilà, c'est un top 50 sur les consensus au début d'année. Des recrues de début d'année en NCAA. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui, pour toi, ferait en sorte que ça devienne un top prospect? Qu'est-ce que tu vas surveiller cette année chez lui dans son évolution? Quelle partie de son jeu spécifiquement? Alors, il faut que je parle des premiers matchs parce que c'est comme ça que je pense qu'on peut l'envisager. Les premiers matchs, il y a beaucoup, beaucoup de, de progrès à venir, on va dire ça comme ça, de progrès attendus. C'est un joueur qui est très fin, très long, qui a des qualités physiques indéniables, même si c'est pas un prospect physique au niveau de la détente, tout ça, mais il a beaucoup de qualités, il se déplace très bien et on voit beaucoup de flash. Sa qualité première, moi ce que j'aime bien voir, c'est sa régularité au rebond défensif. Il est tu vois, dans les débuts d'année, il est dans tous les tops de tout ce qui concerne les rebonds, notamment, enfin surtout défensifs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des flashs sur beaucoup de choses. Après, ce que j'attends de voir cette année, c'est vers quoi ça va se diriger. Alors pour être plus précis, c'est un type qui donc devait shooter à l'extérieur, qui pourrait shooter à l'extérieur. Pour l'instant, sur le tout petit volume qui évolue, tu vois, qui prend des deltas de 5%, 10% entre chaque match, tu vois, le tir à 3 points, il n'est pas top. Alors, par quoi, bon, il faut que je précise, donc on va être plus clair, quoi. En défense, c'est un type qui prend beaucoup de rebonds, mais qui a beaucoup à faire sur la compréhension défensive un peu à tous les niveaux. Tu vois, que ce soit sur la défense du pick and roll, sur son rôle sur le drop, des choses comme ça quand il est utilisé plus en pivot, parce qu'il est associé avec différents intérieurs là, à Syracuse. Mais à terme, vu ses qualités physiques, vu son envergure, vu sa rapidité, ça pourrait être un joueur intéressant. Alors, il y a des défauts qui apparaissent notamment sur la vitesse de hanche, de rotation des hanches. Mais à chaque fois, en fait, si tu veux, là où je suis un peu, où j'ai envie de le voir, parce que j'ai l'impression que ça peut progresser, c'est qu'à chaque fois que je lui trouve des défauts, bah, il y a une ou deux actions dans un match où tu te dis, ah non, là, en fait, il sait faire, quoi. Il sait faire, voilà. Donc, il y a un aspect très appliqué pour l'instant, dans tout ce qui est, par exemple, défensif, qui lui fait, où il y a des temps de réaction qui sont pas bons, tu vois, à tous les aspects, quoi. Et notamment, là où il va falloir regarder, c'est sa capacité à protéger le cercle, qui est pas encore ça, quoi. Voilà. Après, en attaque, il a plein de qualités possibles. Il a déjà un point fort, c'est qu'il sait jouer poste bas en attaque, où il a plusieurs moves, dos au panier ou face au panier. Il est capable d'attaquer ses gars, qu'ils soient grands ou petits. Et il a super touché. Enfin, moi je trouve, sur ce que j'ai vu, c'est qu'il a un très très joli toucher au panier. Quand il se rapproche, quand il met les deux pieds dans la peinture, il peut lâcher le ballon à une main, tenter un pull-up, des choses comme ça, et c'est plutôt pas mal, quoi, de ce côté-là. Après, pendant les premiers matchs, moi j'ai vu aucune passe, et puis tout d'un coup, il fait quelques passes. Au début, c'est des passes très appliquées qui sortent de système, et puis j'ai vu 2-3 passes. Alors j'ai pas pu voir le dernier match où il a cartonné, il a mis 23 points, 12 rebonds, je crois, contre Cornell, une équipe de Ivy League. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il est capable de lire la défense, quoi. J'ai vu des passes où il lisait la défense, il voit le défenseur se déplacer et en fait, il piège le défenseur en faisant une belle passe. Donc, il y a des choses qui peuvent être. Enfin, il a une panoplie qui pourrait développer pendant toute l'année. Alors, je suis pas. C'est encore très flou ce que je te dis, Pierre, je me rends compte, mais en fait, il fait plein de petites choses par petites touches et puis tu sais jamais s'il est capable de les faire ou pas, quoi. Voilà. Ok, donc un projet, comme tu l'as dit, qui pourrait aller un peu dans tous les sens et qui demande à être structuré finalement. C'est ça, exactement. Ouais. Ok, et ben écoute, Julien, merci beaucoup. On va passer au suivant. On va enchaîner tout de suite avec toi, Lucas.
nous sommes tout oui sur comment tu qualifies déjà cette cuvée. Salut à tous. Pour la QV, c'est un peu difficile de s'exprimer à ce moment-là de l'année parce il y a sûrement des joueurs dont on ne parle pas encore suffisamment et c'est difficile de vraiment se rendre compte à quel point la QV est fournie. Mais déjà, comparé à l'année dernière, il y a vraiment des têtes d'affiche. Là, même aujourd'hui, on peut citer quelques noms qui seront dans le top 5. Donc c'est une QV qui est vraiment intéressante parce que elle donnera beaucoup plus de valeur aux joueurs qui sont pas forcément sous la lumière comme les têtes d'affiche. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Et toi, tu as choisi quel joueur un peu sombre, ou pas d'ailleurs? Tu as choisi de Noah nous parler Penda, de qui? Noah Noah Penda. Penda, qui selon moi est mon underdog préféré, qui bientôt n'en est plus un parce Ouais. que je pense que cette année beaucoup plus de gens vont en parler. Et avec Manu, ça fait longtemps qu'on le suit, on va dire. On va commencer physiquement. Euh, c'est un joueur que les médias aiment bien qualifier de beau bébé. Il est large, il est puissant, il est physiquement déjà prêt. Donc déjà, c'est vraiment intéressant et ça fait la différence, surtout pour certaines franchises qui préfèrent drafter des joueurs plug and play que des joueurs à maturité plus tardive. Il a une 7 foot wingspan, donc c'est vraiment, ça fait la diff. Il est pas forcément très athlétique, mais il compense avec son physique plutôt robuste, comme je l'ai évoqué juste avant. Offensivement, pareil, c'est pas une tête d'affiche, c'est pas un joueur qui va te mettre 40 points par match, mais il est dans son rôle et il est de plus en plus bon dans ce rôle-là d'ailleurs. Il n'a pas forcément le premier pas pour créer en blow-by balle en main. Il est beaucoup plus intéressant loin du ballon, dans du spot-up ou de l'attaque de close-out. Sa vraie plus-value, elle est défensive. C'est un joueur qui est extrêmement polyvalent. Euh, il a, on va dire, une manque de souplesse de hanche ou de latéralité. J'ai pas encore les détails à ce niveau-là, qui parfois l'empêche de défendre sur des meneurs de jeu, des pocket guards, comme on dit. Donc c'est une gêne, mais il taffe de beaucoup plus sur ça. Il y a vraiment des flashs où, par exemple, contre Monaco, il a tenu plusieurs fois Mike James. Donc c'est des bons débuts et il y a des vraies progressions à ce niveau-là. Mais surtout, il est capable de défendre du poste 2 au poste 5. Et il y a plusieurs sessions défensives où on le voit switch tout au long de l'action. Donc je trouve que c'est vraiment ça qui rend ce joueur très intéressant. Sa vision de jeu, son hustle loin du ballon, sa qualité de protection de cercle, que ce soit sur les grands ou sur les joueurs un peu plus petits à l'aile. Donc c'est un vrai couteau suisse défensif que je trouve vraiment intéressant. Et pour ceux qui suivent un peu la NBA, je le vois vraiment dans un rôle à la Yabusele à Philadelphie. Un gars qui est sans ballon, qui se bat au rebond, qui va récupérer beaucoup de balles. D'ailleurs, si je peux un peu parler de stats, c'est l'un des seuls joueurs qui a plus de steals que de turnover. Donc ça, c'est une stat qui, pour les fans d'analytics comme mon bon vieux Guillou, font la différence. Donc, et surtout, ce qui fait de lui mon prospect préféré, c'est que sa marge de progression, elle est vraiment impressionnante. On l'a vu à Debrecen pour la Coupe du Monde du 19. On l'a vu un peu en difficulté au niveau du tir. Dans le jeu offensif, il était vraiment à certains moments mis en difficulté. Il était beaucoup plus jeune. Il avait 1 an, 2 ans d'écart avec les joueurs en face. Et depuis, on voit la progression presque de match en match. Et le fait aussi qu'un coach comme Guillaume Vizade part du Vichy pour aller au Mans et le prenne dans ses valises, pour moi, ça veut dire beaucoup. Et il a beaucoup progressé sur le tir à 3 points. Aujourd'hui, il est à 35%, alors que l'année dernière, il était, si je me trompe pas, autour des 28%. Donc, il y a une vraie progression, comme on l'a vu cet été, avec le tir que tout le monde a vu contre l'Espagne, que j'ai pu voir dans le gymnase, dans cette magnifique ville polonaise. Ouais, vraiment impressionné par ce joueur, sa progression, et je pense qu'il a vraiment de très grandes chances d'être un first rounder dans cette draft-là. En tout cas, je crois vraiment fort en lui. Et qu'est-ce qui, selon toi, ferait de lui justement un first rounder certain? Qu'est-ce que tu vas surveiller particulièrement dans son évolution là cette année au Mans, comme tu l'as précisé? Pour moi,
aujourd'hui, je le trouve prêt, alors qu'on est quand même au début de l'année. Hmm. Je le trouve prêt, je trouve qu'il montre de très bonnes choses. Il suffit juste qu'il montre plus de régularité sur le tir. Il a fait des matchs à 3 sur 4, à 3 points. D'autres, il en a fait à 1 sur 5. Mais au lancer franc, il progresse. Donc, ça marche vraiment, ça montre vraiment des signes encourageants. Et je pense que son ticket d'entrée, si je puis dire, pour le haut niveau, c'est vraiment la polyvalence défensive. Ce qu'il peut apporter défensivement sur l'énergie, etc. C'est ça que je trouve qui le rend élite dans ce domaine-là. Eh ben très bien. Merci Lucas. Donc on aura Merci à toi. forcément un œil sur Noah Penda parce qu'en plus de ça, il joue pas très loin, il joue dans l'hexagone, donc c'est très pratique pour le regarder. On va enchaîner avec mon Hugues. Comment toi tu qualifierais avec un adjectif qualificatif, comme tu dirais à tes élèves, cette cuvée? Je vais dire compétitive. Compétitive parce que on a plusieurs joueurs qui ont les mêmes aspirations en NBA dans le terme de rôle. Notamment, on a une cuvée avec beaucoup de gars qui peuvent faire de la création balle en main, beaucoup de mecs qui veulent être les points of attack principaux d'un projet en reconstruction, d'un projet compétitif à terme, et ce qu'on n'avait pas l'an dernier par exemple. Et du coup, les franchises NBA vont devoir sélectionner parmi ces mecs-là lesquels ont vraiment les atouts dans le jeu et les attributs physiques pour le faire. Et donc, ça va être très compétitif. On peut déjà se projeter sur 3, 4, 5 mecs meneurs de jeu dans la loterie, ce qui est vraiment un signe d'énorme talent. Et c'est pour ça que j'en ai choisi un ce soir. Écoute, tu t'es fait une auto-passe d'ess. C'est le Tracy McGrady qui lance la balle contre le plexi pour dunker. Impeccable, j'ai pas besoin de travailler, j'adore. Continue. Sauf que Tracy McGrady se faisait pas le dos à chaque fois qu'il tentait un lay-up. À la différence de mon vieux corps, né dans les années 90, excuse-moi Lucas, hein, en tant que vieille personne. J'ai choisi Igor Demin. Alors, je vais pas le dire avec l'accent parce que je veux pas créer de problème. Le russe, ancien du Real Madrid, qui était en équipe un peu B là-bas, Igor Demin, qui a décidé d'aller jouer au basket universitaire. Alors, je ne sais pas quelle somme il a pris, mais sûrement un joli tarot pour aller jouer du coup à BYU. BYU, c'est dans la Big 12, hein, c'est pas un titre du Village People, mais bien une fac de Utah, une fac mormone. Et j'ai un sourire, Thomas, excuse-moi, c'est tout ce que je voulais, c'est tout ce que je cherchais. BYU, c'est une fac qui nous a habitués à avoir des joueurs plutôt de 26-27 ans, avec comme devise d'université la gloire de Dieu et l'intelligence. Bon bah visiblement ils se sont trouvés aussi quelques ressources financières pour attirer Igor Demin. Ils ont une cuvée avec un nouveau coach aussi ultra intéressant avec beaucoup de freshmen. Et ce jeune homme, pour parler enfin de lui, c'est un big guard de au moins 2,06 m d'après les dernières mesures qu'on avait pu avoir, qui fait actuellement 91 kilos. Donc meneur de très 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 grande taille. En tout cas, il joue meneur actuellement au niveau universitaire et il jouait meneur au niveau inférieur. C'est un garçon qui me tape dans l'œil par sa créativité dans la passe. C'est un garçon qui fait jouer tout le monde autour de lui, qui sait totalement manipuler une défense, qui sait lancer la balle là où le joueur en réception doit être et pas là où le joueur est actuellement. C'est pas le mec le plus athlétique, encore une fois, c'est pas le plus vertical, c'est pas le plus rapide sur le premier pas, mais c'est juste un mec qui est très très juste, qui a un dribble safe, qui utilise plutôt bien son corps pour protéger son ballon. Et surtout, c'est un garçon dont on avait mis en avant une faiblesse sur le tir extérieur un peu plus tôt. Et cette année, sur un petit volume, hein, ils ont joué 6 matchs BYU. Il est à 47% à 3 points, il en prend 5 par match. Donc, majoritairement du catch and shoot, on reparlera en détail quand on fera le scouting report, mais il y a un vrai progrès mécanique. Ils ont refondu son tir, en tout cas beaucoup de parties de son tir, ils ont beaucoup travaillé dessus avant le début de saison et c'est déjà efficace. Donc voilà, je pense que le combo t'es très grand de mettre 0,6, le corps va s'épaissir parce que le morphotype fait penser que le corps va s'épaissir. T'as une qualité de passe, t'as une vision de jeu, t'as un dribble et t'as un tir qui prend beaucoup d'avance par rapport à ce qu'on avait espéré. T'as tous les atouts d'un
d'un top 5 de draft, même si on sait que le style de jeu du coach va pas favoriser le pull-up mi-distance et utiliser sa taille contre des guards qui vont être plus petits que lui. Eh bien écoute, Hugues, merci beaucoup. On a hâte de t'entendre quand on fera le qui est sur Igor Demin. Et c'est évidemment un joueur qu'on l'on va surveiller. C'est d'ailleurs un joueur dont on parle beaucoup en ce début de saison NCAA, vu qu'il performe d'entrée. Thomas, je vais me tourner vers toi maintenant. Tu es l'élu. Bonjour à tous, Vas-y, bonjour à tous. dis-nous ce que toi tu penses de cette QV 2025. Alors, je trouve que c'est une cuvée très intéressante, bien plus intéressante que celle passée qu'on a eue en 2024. Personnellement, c'est des joueurs que je peux suivre déjà depuis pas mal d'années en high school. Du coup, on a un bon suivi pour plusieurs années pour voir différents contextes et les évolutions. Donc, c'est assez intéressant. On a Cooper Flag qui headline un peu la draft depuis son reclassement de 2025. Donc, et il fait des très bons débuts. Donc, c'est vraiment intéressant. On a Dylan Harper qui se montre vraiment comme actuellement peut-être le numéro 2 et qui montre qu'il peut être également patron d'équipe, il fait de très belles choses actuellement avec un énorme back-to-back récemment. On a plein d'autres projets derrière et genre très intéressant. On a Trey Johnson qui se montre, on a des questions sur Ace Bailey, VJ Edgecombe, etc. Donc non, beaucoup de talent, vraiment intéressante. On a eu un petit creux l'année dernière, mais je pense qu'on n'est pas encore au top qu'on pourra avoir en haut de draft l'année prochaine, en haut de QV l'année prochaine avec du Cameron Boozer, AJ Dybonsa et Darren Pederson notamment. Mais c'est une vraie belle draft intéressante, je trouve, avec beaucoup de talent, beaucoup de joueurs très excitants à regarder jouer, je trouve. Donc, non, franchement, je prends beaucoup de plaisir sur ces premières semaines de compétition. Et à propos de joueurs excitants, donc quel petit chouchou tu as dans ta watch list? Alors, j'ai voulu aller dans des joueurs un petit peu sombres pour nos auditeurs, pour essayer de faire découvrir des petits joueurs. Donc, je suis allé sur Drake Powell, qui est un commit UNC, qui sort d'un très beau match, son meilleur match de la saison contre Michigan State au Maui International. Donc, il a fait un très beau match, il a mis 18 points, il me semble. Son... je sais pas s'il a scoré 5 points avant, donc vraiment une belle performance de sa part. C'est un joueur que j'ai pu beaucoup voir évoluer à l'EYBL de l'an dernier. Il jouait avec Isaiah Evans, Team CP3, donc c'était vraiment très intéressant comme duo de 5 étoiles. C'est un 2005, il est né au mois de septembre, il me semble, un pur produit de Caroline du Nord. Il faut savoir qu'il a des liens familiaux avec le coach de UNC, Hubert Davis. Il me semble que sa grand-mère est l'oncle d'Hubert, et la tante plutôt, du coup, d'Hubert Davis. Si c'est son nom, ça Donc, m'intéresse. Hein. ouais. Du coup, il a rejoint le programme assez naturellement. Et il joue par contre dans un rôle complètement différent qu'il avait en high school. Donc, c'est ça qui est intéressant. UNC joue pas mal avec trois guards en même temps, avec Seth Trimble, avec Elliot Cadeau, avec RJ Davis, trois guards qui portent énormément la balle, qui prennent 60-65% des tirs de l'équipe. Donc lui, il se retrouve beaucoup dans le corner avec un tout petit usage rate. Il a 10-11% cette année. Il prend très peu de tirs, mais il est envoyé en mission défensive. Il switch énormément vu que les trois guards, à part Seth Trimble, peuvent pas guard grand chose et il défend souvent plus grand que lui. Et alors, il fait 1m98. Par exemple, contre Michigan State, on a pu le retrouver sur Xavier Booker, qui est un 7-footer. Donc, il guard souvent le poste 4 adverse. Il switch quasiment tout le temps. Et j'aime beaucoup son agressivité. Il est très rapide latéralement. Je trouve qu'il ouvre excellemment bien ses hanches. Du coup, il met une pression constante sur le porteur de balle. Il sort très rapidement. Et il a une grande capacité à gêner les sorties d'écran. Du coup, il annule beaucoup de systèmes par sa simple présence. C'est vraiment un prospect défensif extrêmement intéressant. 1m98, encore un petit peu fin. Il doit faire 87-8 kilos. Énorme détente. Ça monte au compte. Il est déjà un compte de moyenne en 15-16 minutes. Donc c'est vraiment assez impressionnant de ce côté-là du terrain. Je pense qu'il a un gros potentiel défensif, que ce soit en aide off-ball de ce côté-là du terrain, mais également sur l'homme pour lockdown du poste 1-2 et même du petit 3 à voir avec sa prise de masse dans le futur. Et offensivement, on a un joueur qui a beaucoup évolué sur son tir ces dernières années, notamment en mi-distance. Il prenait beaucoup de mi-distance, c'est là-dessus qu'il faisait son pain à l'EYBL. Il a une mécanique un peu particulière qu'il n'arrive pas totalement à retranscrire à 3 points. Il manque un peu de fluidité. Il descend beaucoup la balle, ce qui l'empêche de tirer rapidement sur close-out. Pour l'instant, il a 7 sur 15, donc il a plutôt bien commencé. Donc je vais suivre son tir. Son temps de jeu va beaucoup en dépendre cette année, vu qu'il a trois guards qui portent déjà beaucoup la balle. Il va devoir mettre les tirs dans le corner qu'il a. Mais j'ai envie de voir attaquer des close-out. J'ai envie de le voir faire la petite passe qui crée le décalage.
attaquer le cercle également sur close-out et essayer de faire son pain sur les petites munitions qu'il aura. C'est pas forcément un joueur qui va se présenter dès cette année, vu qu'il va pas forcément avoir des stats mirobolantes. Il va peut-être lui falloir 2-3 ans, mais même si on n'en parle pas beaucoup actuellement, je suis assez serein sur le fait que ce soit un prospect NBA à moyen ou long terme. Je pense que c'était un joueur vraiment très, très, très intéressant à l'EYBL l'an dernier. Pour moi, c'était un des meilleurs prospects de l'événement, à base de mi-distance, d'agressivité au cercle. Défensivement, il était monstrueux sur certains matchs. Beaucoup d'intensité. Donc, je pense qu'il a un vrai rôle très intéressant, plus petit à UNC, dans un spécialiste défensif finisseur d'action. Et il faudra aller regarder également la tape high school pour voir le talent offensif qu'il a et qu'on va pas beaucoup voir cette année dans un roster trop vieux et talentueux balle en main pour qu'il ait plus de munitions que ça en fait. Justement, tu dis que c'est un prospect en devenir. Qu'est-ce qui te dirait que le garçon va dans le bon sens cette année? Bah, déjà, il a pu voir le terrain. C'est plutôt un bon signe. Au début, il jouait 15-20 minutes là contre Michigan State. Il a fini le match. C'est lui qui finit le match en prolongation. Il a remis ses shoots. Il envoie un 4 sur 6 à 3 points dans ce match. Et voilà, on le laisse quand même assez ouvert pour l'instant. Donc, tant qu'il met ses shoots avec l'impact défensif qu'il a et les besoins défensifs de UNC sur quasiment tous les postes, il va jouer. Et pour moi, s'il joue, il va se montrer. Il va pouvoir montrer ce qu'il sait faire en défense. Et on va voir petit à petit les flashs qu'il a. De temps en temps, il restera 6-7 secondes sur le buzzer. Il faudra qu'il crée quelque chose. Et il va montrer, comme en high school, qu'il est capable de créer son petit pull-up mi-distance, même si on va peu le voir cette année. Je pense que simplement bien défendre comme il sait faire, il y a encore des petites erreurs de freshman, de placement, de footwork de temps en temps, mais il a l'intensité pour aller faire chier au rebond, pour gêner les guards, pour venir en aide. Je pense qu'il va pouvoir vraiment prendre du temps de jeu. S'il met ses tirs, en fait, il va jouer quasiment 30 minutes par match, je pense, à terme. Donc ça peut être vraiment, vraiment très intéressant. Et il va pouvoir montrer petit à petit ce qu'il sait faire en attaque. Et dans 1 ou 2 ans, un petit peu plus exploser, et être drafté et continuer de progresser en NBA. Mais je pense qu'il a un vrai rôle à terme en tant que spécialiste défensif, avec un jeu offensif encore brut, vraiment pas poli, mais il s'est passé, il s'est un petit peu passé, c'est un peu dribblé, il s'est shooté. Il progresse vraiment depuis 2-3 ans là-dessus. Donc moi j'ai envie de continuer à avoir la courbe de progression. Je pense vraiment que même si on n'en parle pas énormément actuellement, même si c'est quand même un top 25, 32 draft, 32 QV en sortie d'high school, pardon, je pense vraiment qu'il a une place à faire au niveau de la draft dans 1 ou 2 ans, je pense. Voir cette année s'il surperforme plus rapidement que prévu. Donc Drake Powell de UNC, Du c'est coup, joueur à noter quand vous regardez UNC, même si les stats sont pas mirobolantes, c'est qu'il va peut-être tourner à 6 ou 7 points de moyenne cette saison. Eh bien, écoute, c'est noté, Thomas. Merci beaucoup. On va enchaîner avec Chef Manu. Manu, tu es parti. Moi qui étais convaincu d'aller en Chine avec toi, finalement, on va pas du tout là. Dis-nous tout. On va Non, commencer du d'abord tout. par ce que tu penses de cette draft. Excuse-moi, oula, moi je m'embrouille avec 2 questions, ça ne va pas. Bah, c'est une cuvée qui est beaucoup plus profonde et deep que l'année dernière, déjà en talent surtout. Il y a vraiment plusieurs gros prospects qui se bataillent pour la première place, en tout cas dans les médias. Pour moi, il y en a qu'un, mais voilà, il y a beaucoup plus de discussions. Cooper Flag, comme l'a dit Thomas, qui est la tête d'affiche, mais il y en a beaucoup d'autres derrière qui poussent et qui font des très belles début de saison, donc vraiment un deep en talent, beaucoup plus que l'année dernière. On a quasiment un top 10 qui pourrait être numéro 1 l'année dernière, en fait. Donc c'est super plaisant à regarder aussi parce qu'il y a beaucoup de monde à voir. Et ça pousse à aller aussi dans d'autres conférences que ces grosses-là, ce Big Five de grosses confs qu'on a l'habitude de suivre, et d'aller dans des plus petites équipes. Ce matin, je regardais par exemple Miami, Ohio pour un ailier. Voilà, ça pousse vraiment à aller voir autre chose aussi. C'est super intéressant. Il a beaucoup de choses qui sont pas ancrées, c'est peut-être pas le mot, mais comprises en tout cas, qu'il a compris et ça l'aide déjà à gagner des minutes parce qu'il n'est pas négatif en défense, même si la mobilité n'est pas encore incroyable. Voilà, on sent que des fois il est un peu perdu, il se dit merde, il y a 5 secondes entre la prise de dribble de l'adversaire et lui qui tourne. Donc tu dis, okay, il l'a vu le truc, mais comme il a encore du mal à bouger, il n'a pas toute la panoplie de son corps encore qui est en lui, bah, il y a des trucs des fois il y a des petits bugs, tu comprends pas trop ce qu'il fait.
Mais je trouve que déjà, à son âge, avec le si peu d'expérience qu'il a, défensivement, c'est déjà très très correct. Donc je voudrais vraiment m'attarder sur ces côtés-là offensifs. Ça marche. Du coup, on va enchaîner avec Mathias avant de finir par Titouan. Mathias, même question que les autres. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette QV 2025? Bah écoute, comme j'ai beaucoup d'originalité, je vais te dire que c'est une cuvée talentueuse. Peut-être la meilleure cuvée que j'ai pu scout depuis que je commence. Je me pose vraiment la question, je pense que c'est le cas. Encore trop tôt pour le dire, mais ça part bien en tout cas. Sinon, bah, je vais un peu répéter ce que les copains ont dit, hein. Faut se mouiller la nuque quand tu compares à la cuvée d'année dernière. Je pense qu'il y a au moins 3-4 gars qui auraient été premier choix l'année dernière dans cette draft-là. Et toi, du coup, quel est ton chouchou, le joueur que tu vas surveiller en particulier cette année? Bah moi, mon gars, c'est Trey Johnson. Donc Trey Johnson, c'est un tout jeune joueur d'1m98, quasiment 2 mètres, 85 kilos. C'est un poste 2-3, plus 2 quand même, avec une grosse envergure, un bon physique et des bonnes qualités athlétiques. C'était une grosse recrue 5 étoiles, il doit être top 5, quelque chose comme ça. Et il a choisi Texas, qui est pourtant plus connu pour développer des big men. On a plusieurs qui sont en NBA aujourd'hui. Avant ça, on a pu le voir, championnat du monde U19 pendant l'été 2023, où d'ailleurs il y a Thomas et Manu, je crois, qui y étaient. On a pu le voir contre la France de Rizaché et Sarr, avec des joueurs qui étaient plus âgés que lui, et ce qui témoigne quand même d'une certaine avance dans son développement, même si ça s'est pas très bien passé pour lui et son équipe dans ce tournoi-là. Et là, depuis qu'il est à Texas, tout se passe très bien pour lui sur son début de match. Il est déjà à plus de 20 points de moyenne avec des bons pourcentages. Il gagne des matchs surtout. Il est la première option de son attaque. Il prend la majorité des tirs. Et il dévoile vraiment tout son profil de scoreur potentiellement sur 3 niveaux. Mais pour l'instant, très très porté sur le mid-range et le 3 points. C'est un joueur qui est capable de tirer de beaucoup de manières différentes. C'est ce qui le rend très fort en attaque. Il peut pull-up, il peut tirer en mouvement, profiter des systèmes, etc. Il peut aussi créer son tir, même si c'est pas l'athlète le plus explosif du monde. Mais c'est surtout flagrant dans la zone intermédiaire, avec un dribble qui est vraiment au-dessus de la moyenne, je trouve, pour un gars de 2 mètres. Il arrive à utiliser ses deux mains, à trouver ses spots tranquillement, etc. Et qui, pour l'instant, en plus, est efficace dans son rendement. Après, pour donner un point un peu plus négatif, il a un premier pas qui lui permet pas facilement de passer son premier adversaire et le premier rideau. Il aime bien avoir des poseurs d'écran pour progresser, mais le profil de score est vraiment l'un des meilleurs sur des joueurs de sa taille dans cette draft-là. Le défenseur, après, je le trouve un peu neutre. Je le trouve pour l'instant ni bon ni mauvais. Surtout qu'il a des bons atouts physiques. Pourtant, on aimerait le voir un peu plus performant de ce côté-là du terrain. Mais il faudra attendre des plus grosses confrontations, je pense, pour vraiment juger de sa défense. Donc là, honnêtement, je pense que c'est un joueur qui sera attendu dans le très très haut de la draft, qui pourra peut-être devenir à terme en NBA une deuxième option, je pense, à minima. Et quand tu vas le regarder du côté de Texas cette année, qu'est-ce que tu aimerais voir changer ou améliorer au cours de cette saison qui te conforterait dans cette idée, toi, Mathias? Bah forcément, je pense à 2 points. Le premier, c'est sa capacité à scorer près du cercle. Pour l'instant, il va très très peu au panier. Je crois que j'avais vu une stat comme quoi il y avait 5% seulement de ses shoots qui sont, qui sont pris au panier directement. On aimerait bien le voir plus dans ce truc-là. Après, le spacing de Texas, c'est pas forcément le meilleur pour faire ça, mais on sait qu'il est capable. On l'a vu au championnat du monde. J'ai des flashs en tête où on le voit face à Rizaché, en high school aussi, face à Ejidi Bansa par exemple, qui est le futur numéro 1 draft. On le voit driver, dribbler et attaquer le cercle. Donc on sait qu'il est capable. Maintenant, on aimerait le voir plus. Et le deuxième aspect, c'est la passe. Pour l'instant, c'est un peu léger. Pourtant, c'est un passeur fonctionnel. Mais on aimerait bien le voir plus playmaker, plus créer pour les autres, pour vraiment ajouter une dimension aux joueurs qui, pour l'instant, est bien plus porté par l'attaque, quoi. Et enfin,
on finit avec le freshman, le rookie de cette année de l'équipe Envergure. C'est Titouan, vous le connaissez certainement si vous suivez nos pods et nos lives depuis des années, vu qu'il intervient petit à petit dans notre programme consacré aux prospects. Titouan, déjà, nous on se connaît très bien parce qu'on a fait des choses ensemble, que ce soit au CCS, l'excellent Le Trèfle Pod qui est consacré aux Celtics de Boston. Est-ce que j'ai oublié des choses pour te présenter? Bonjour à tous, non, pas du tout. Non, je pense que tu as dit le principal. En tout cas, je suis très content d'avoir rejoint l'équipe Envergure et merci pour l'accueil que vous m'avez réservé. Donc, voilà, fraîchement drafté par l'équipe Envergure. Fraîchement drafté et déjà Rookie of the Year désigné. C'est magnifique. Bah, disons qu'il n'y a pas de concurrence, quoi. Exactement. Et en même temps, bon, voilà. Pour tout dire aux auditeurs, on enregistre un petit peu avant parce que t'es indisponible le jour où on enregistre, donc on va enregistrer, donc ça va être un petit peu décalé. Donc vous étonnez pas si le son a un peu changé. Voilà. C'est juste pour vous prévenir. Vous savez que le son chez Envergure, c'est la tradition, la famille, le son très envergurien, j'ai envie de dire. Donc voilà. Même question que les autres, du coup, Titouan. Cette cuvée, un adjectif pour la qualifier. Je vais pas être très original, mais je vais dire intéressant. Intéressant pourquoi? Parce que dans cette cuvée, il y a un nombre assez conséquent de prospects talentueux dans le rôle de ball handler, enfin d'initiateur d'attaque, si on veut être plus précis. Et en fait, on le sait, c'est un rôle prépondérant, mais surtout très exigeant en NBA. Et là, dans cette cuvée, je pense qu'il y a facilement 7-8 prospects minimum, peut-être même un peu plus, qui peuvent se présenter à la draft avec cette étiquette de potentiel porteur de balle en NBA. Et en fait, ça va être très intéressant à suivre, même après la draft, parce qu'il y a fort à parier qu'ils vont malheureusement pas tous réussir en NBA. Et donc, ouais, ça va être très, très intéressant, je pense, de voir, vu le nombre de porteurs de balles, combien vont être draftés haut et lesquels vont réussir ou ne pas réussir. Comment on pourrait dire? Est-ce que tu es excité? J'aime pas le terme hypé. Enthousiasmé. Enthousiasmé, exactement. Un petit coucou à Ben qui aurait sûrement, les Québécois ont toujours des adjectifs bien plus français que nous. Et qu'est-ce que ça t'inspire comme envie ou pas d'ailleurs? Par rapport au fait de suivre la cuvée? Ouais. Pas mal, parce que je pense que c'est une cuvée qui est assez profonde avec quand même pas mal de profils différents et je pense que c'est une cuvée qui aura qui a beaucoup de profondeur et moi je trouve que c'est plus enfin en tout cas je prends plus de plaisir à scouter des joueurs qui vont être un peu des très bons role players, voire un peu plus, mais pas les. On va dire que scouter des joueurs générationnels, ça me plaît un peu moins dans le sens où il y a pas trop ce manque de ce côté surprise parce qu'en fait c'est un peu oui bon bah il est fort partout, super, ok. Tu vois, par exemple la draft de Wembanyama qui est un joueur incroyable, j'ai pris plus de plaisir à scouter des joueurs qui étaient pris plus bas, des joueurs qui étaient attendus plus bas que à scouter Wembanyama en fait. Parce qu'en fait, tu scoutais 2 matchs, tu disais ouais en fait il est juste trop fort, ok passe-moi à autre chose quoi. Et j'aime bien l'imperfection des joueurs en fait. Exactement. À propos d'imperfection des joueurs, on va partir. Tu vas nous parler d'un joueur que tu vas particulièrement regarder, un petit peu un de tes chouchous de cette année. Qui est-il? D'où vient-il? Ouais, c'est Mackenzie Mbako, donc un sophomore de 20 ans des Indiana Hoosiers, donc le légendaire programme des Hoosiers, toujours coaché par le non moins légendaire Mike Woodson. C'est un ailier de 6'8", donc ça fait un peu plus de 2 mètres, 2m03 pour 98 kilos, donc un physique assez classique pour un ailier NBA. Et d'ailleurs, le physique et plus précisément les qualités athlétiques sont une de ses grandes forces. C'est un joueur qui est assez mobile. Il est long, alors je crois que de mémoire, il a quasiment 2m10 d'envergure, donc il est assez long. C'est un joueur qui est assez vertical, assez explosif. Alors c'est pas Ja Morant, c'est pas VJ Edgecombe pour comparer avec un joueur de cette QV, mais ça reste tout de même assez athlétique, donc ouais, profil assez intéressant. En attaque, dans le profil, c'est un joueur à qui on peut donner facilement l'étiquette de 3&D, mais 3&D avec une touche de modernité. C'est-à-dire que offensivement, c'est pas un joueur qui va se cantonner à des tirs en catch and shoot dans le corner. Il a montré la saison dernière quelques flashs, également là sur ce début de saison, je crois qu'il a joué 3 ou 4 matchs, qui était capable de poser un dribble ou deux pour attaquer des close-out et finir au cercle.
j'en parlerai un peu après, mais c'est d'ailleurs un point que j'aimerais surveiller cette année, c'est sa capacité à aller encore plus au cercle, à attaquer les close-out, les décalages créés par son initiateur, de manière plus régulière et efficace. Bah, Euh, justement, la passe D est toute faite parce que moi, j'allais te poser la question de savoir qu'est-ce qui pour toi le ferait passer comme un prospect de premier plan. Bah justement, alors j'y reviendrai après, mais c'est vrai qu'offensivement, il a déjà le shoot. Alors les pourcentages sont pas exceptionnels, mais la mécanique elle est plutôt bonne. On est à 83% au lancer franc. En fait, dans les faits, pour l'instant, il a quasiment 35% à 3 points sur presque 170 tentatives. Donc avec sa saison freshman et les 3-4 matchs là qu'il a fait cette saison. Donc j'attends de voir ce que ça a donné sur un plus gros volume, mais j'y crois, il y a vraiment pas de red flag de ce côté-là. Mais par contre, ça va être justement ce que je vais surveiller pour vraiment qu'il passe un échelon. Ça va être ce côté un peu connecting où Hmm. en fait, je pense que son niveau plancher en NBA, c'est celui d'un 3D classique. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, même les role-players typés 3D se doivent d'être capables de dribbler, comme j'ai dit, d'attaquer les close-out et de faire l'extra passe après un dribble, enfin, d'être un connecteur, quoi. Et enfin, en tout cas, pour moi, c'est la polyvalence offensive qu'il doit viser s'il veut être un très bon role-player, limite starter, plutôt qu'un juste un 9e, 10e homme qui aurait finalement peu de temps de jeu. Ok, des choses à rajouter sur ce que tu vas surveiller sur Mackenzie Mbako. Ouais, sur la défense, parce que défensivement, c'est un joueur qui est assez frustrant, parce que sur l'homme, sur la défense on-ball, je le trouve très bon, très intéressant par sa longueur, son activité des mains, sa mobilité. Par contre, il a un gros souci off-ball. Il y a trop peu de protection de cercle secondaire quand il est dans une position de roamer, par exemple. Hmm. Les rotations, les aides sont pas toujours faites. Quand elles sont faites, elles sont pas toujours faites dans le bon timing. Et surtout, il y a pas mal d'oublis défensifs où en fait, il va être trop focus sur le ballon et il va perdre de vue son vis-à-vis qui va pouvoir couper ligne de fond. Ça, c'est des choses qu'on voit souvent. Et donc pour moi, c'est un gros point noir de son jeu parce que la défense off-ball, pour moi, la défense collective, c'est vraiment la défense la plus importante. Parce que même si 4 joueurs font un super boulot, si le 5e, par exemple, il oublie son joueur dans le dos et bah, ça fait s'effondrer toute la défense. Donc ouais, sa défense loin du ballon, c'est vraiment ce que je vais surveiller de ce côté-là du terrain cette saison. Ok, et bah très bien, on note dans un coin de la tête Mackenzie Mbako, joueur des Hoosiers de l'Indiana. Titouan, merci beaucoup, c'était ta grande première, j'étais ravi que ce soit avec moi. Et bah à très vite. Et bah merci, et j'espère que ce sera pas la dernière, qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Eh ben écoute, très très bien. Je vais juste moi donner le mien et sans aucune surprise pour tout le monde, ce sera forcément Nolan Traoré. Je fais faire mon homer de base, moi le gars de Saint-Quentin. Je ne peux choisir quelqu'un d'autre, évidemment. Donc Nolan Traoré, on en parlera. De toute façon, tout le monde en parle déjà. Donc j'ai pas besoin d'être très expansif sur lui, hein. Il est arrivé dans un contexte un petit peu bizarre l'année dernière. Il a déjà montré son talent en 3 mois. Saint-Quentin, par miracle, a réussi à le garder cette année. Ça s'est compliqué un petit peu parce qu'il a des petites pépins physiques. Il est pas forcément, il est un peu moins bien. Là, il est benché. Il est pas forcément starter là depuis 2 matchs. Mais toute confiance en Nolan Traoré qui a déjà montré son talent et qui surtout là où il a beaucoup progressé, je trouve cette année, c'est dans le système défensif. Il est beaucoup moins négatif que ce qu'il était l'année dernière. Donc ça, c'est vraiment le côté très positif. Voilà, Nolan Traoré, le français. On a parlé de 2 français. On a oublié Sangué qui joue à Ulm, si je dis pas de bêtises. Et puis, on aurait pu parler de d'autres joueurs. On a voulu faire un panel assez large et vous donner envie de suivre ces gars-là. J'espère que la mission sera réussie. Ainsi se finit ce premier podcast, ce podcast de rentrée. Vous avez eu quasiment toute l'équipe sur ce premier pod. On sera après avec un nombre un peu plus réduit pour les qui dont vous avez l'habitude. J'étais très content de vous retrouver. Comme d'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux, likez, partagez, annoncez la bonne nouvelle, dites que nous sommes de retour. Taguez vos copains fans des Sixers, fans de Toronto et autres, parce qu'ils vont en avoir besoin. On est aussi là pour donner de l'espoir à tous les fans de NBA qui sont déjà déçus. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour un prochain podcast et pour un prochain qui est, je crois, mais ça reste entre nous. À très vite. Ciao, ciao. Bye bye.